Donc aujourd'hui, c'est une séance alors, thématiquement assez large, en fait, donc qui porte sur les pratiques et les représentations politico-culturelles portées par la chanson populaire. D'abord à travers l'angle des liens entre la musique populaire et la politique italienne des années 60 à aujourd'hui, avec l'intervention de Giovanni Vitali, puis au prisme de l'imaginaire afro-antillais dans la variété française dans les années 80, avec l'exposé de Barbara Lebrun. Donc, on va commencer par écouter Giovanni, qui est maître de conférence en humanité numérique au laboratoire d'IPAC de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Entre 2018 et 2020, il a été chercheur Marie Curie à la University College Cork, en collaboration avec la New York University et l'Université de Reading. Il est titulaire d'un doctorat en littérature italienne, obtenu à l'Université de Lorraine, et d'un doctorat en sciences du langage, obtenu à l'Université pour étrangers de Pérouse. Il est également chercheur associé à l'Université d'Oxford, où il est en charge de l'analyse numérique d'un corpus multilingue de traduction du roman Jane Eyre de Charlotte Brontë. Giovanni, je te laisse la parole, relancer ton partage d'écran. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je vais tout de suite partager l'écran et lancer ma présentation qui est un peu… voilà, j'arrive… Ah, oui, partage du son, etc. Voilà, qui est un peu pensé comme une intervention un petit peu progressive, dans le sens que toutes les fois que je travaille avec des collègues qui, comme vous, ils ont des intérêts liés à la musique, je dois un petit peu faire face à des personnes qui ont des intérêts, notamment sur mes approches numériques, plutôt que, bon, bien sûr, aussi sur les approches culturelles, d'analyse, etc. Mais surtout, je pensais qu'entre vous, il y aura peut-être quelqu'un qui peut s'intéresser notamment à la façon d'analyser la question musicale sur un angle aussi numérique. Et donc, comme je disais, j'ai présenté ces sujets dans une intervention à l'Université de Pavie. Et justement, on s'est surtout arrêté à discuter de ces questions. En général, les discours que j'imaginais comme un discours informel sur lesquels j'aimais bien plutôt discuter à la place de parler sur toutes les questions que j'ai abordées, parce que je trouve qu'un échange sur ce sujet est extrêmement, ça peut être vraiment extrêmement intéressant, et surtout, ça fait partie d'un parcours que j'imagine sur mes recherches futures. Donc, avoir des interactions avec des collègues qui travaillent sur des questions musicales, ça pourrait être vraiment important pour moi et pour mes perspectives de recherche. Moi, je viens de l'analyse des textes. Je viens un peu de cette approche, texte politique, bien sûr. Je travaille sur lettres de guerre, mémoire, et avec ça, avec cette approche, j'aborde aussi la question musicale, surtout sur une question d'analyse textuelle aussi numérique. Toute cette réflexion qui commence vraiment il y a longtemps, il est arrivé à un petit moment sur la publication d'un volume sur lequel j'ai fait vraiment une première expérience d'analyse numérique surtout, mais pas seulement. Je me suis intéressé, comme vous avez pu peut-être lire dans l'abstract, je me suis intéressé aux questions des influences, bien sûr, culturelles, musicales, etc., mais aussi sur des questions de représentation de la littérature à l'intérieur de la musique populaire, dans le sens que, surtout les auteurs, ça c'est un peu les conclusions que j'ai tirées dans ces premiers travaux, énormément d'auteurs, des musiciens, de chansonniers italiens, ils ont cette tendance à représenter la littérature comme une partie d'un message politique, c'est-à-dire de représenter l'œuvre littéraire à l'intérieur de la musique comme quelque chose qui peut être, qui peut trahir, qui peut codifier, aider les écouteurs à trouver un message politique dans les paroles. Je vais aborder la question dans un moment. Mais en tout cas, Voices of Dissent est un volume qui, en fait, essaie de faire et de donner une perspective un peu différente, j'imagine, de quelqu'un qui fait des études culturelles avec une grosse influence de l'analyse numérique. Et
justement, j'ai pensé toute une partie dédiée à la question parce que dans les textes, au tout début, je me pose la question de comment classifier un petit peu ces genres d'auteurs que j'ai inclus dans les textes. Et c'est pas simple du tout, hein. Et donc, j'ai commencé un petit peu à réfléchir sur ces questions parce que les corpus que j'ai mis ensemble commencent dans les années 60 et arrivent aujourd'hui. Mais effectivement, si je dois dire, mon intérêt principal, ce sont les auteurs qui commencent à produire des textes politiques après la fin de la guerre froide. Et j'ai essayé vraiment d'imaginer plusieurs questions, plusieurs définitions. Et au final, je me suis dit qu'il n'y a pas vraiment des solutions comme la question des popular music en général, mais effectivement, je me suis posé la question sur la question des médias sur lesquels ces auteurs, en fait, ils se trouvent aussi à passer la musique. Je pense notamment aussi entre la fin des années 90 et 2000, il y a toutes les questions qui se posent ces auteurs sur la naissance des Napster, de toutes ces plateformes qui changent un peu la perspective. Donc, la question des médias devient super intéressante parce que, en fait, il y a des auteurs qui passent et qui travaillent sur des sites, les premières questions open source, et il devient vraiment quelque chose très répandu, hein, aussi dans les interviews de ces auteurs, etc. La question du style, du marché des passages de la musique. Je vais rapidement discuter ça parce que juste j'ai appelé ce volume New Italian Popular and Political Music, mais en fait c'est un petit peu une ensemble, hein, de lecture, de révision une définition que j'ai abordée sur plusieurs angles, prismes de réflexion. La question de la complaisance, hein, pour ces auteurs d'un passé et du passé, du futur et du présent à l'intérieur de leur texte, dans le sens qu'il y a juste vraiment une perspective générationnelle d'un passage qui est hérité par la génération précédente et qui lance une génération future et qui, en fait, surtout dans les dernières parties de ces corpus, un peu sépare, hein, ces auteurs récents, qu'il y a un phénomène lié, surtout parce que je ne l'ai pas dit encore, je m'excuse, je parle surtout des questions liées à la musique folk. Donc, on parle d'un mélange qui a comme base tous ces corpus, mais ensemble, tous des auteurs ils ont des fortes références folk mélangées à d'autres couches du son, des musiques populaires. Et je vais en discuter dans un moment. Donc, il y a un peu cette transversalité. Et en fait, la question des contaminations. Donc, il y a plusieurs questions liées à la contamination musicale, de différents types. Et en fait, c'est que je suis en train très, très vite de vous montrer, ce sont toutes comment dire, des définitions dans lesquelles on se retrouve un peu ce concept des new popular music style liés à différents types de concepts. Donc, disons que sur la base de ça, j'ai un petit peu reconstruit les critères sur lesquels j'ai basé un peu la construction d'un corpus de base qui aurait pu être bien plus large, hein, bien sûr, au plus petit, qui contient 41 auteurs qui font de la musique folk la base de leur contamination musicale et qui, en montant, en fait, ils ont en commun la question de la complaisance entre des couches traditionnelles et des musiques plus récentes, hein, de la période dans laquelle ces auteurs sont en train de jouer, de performer, etc. Des questions culturelles très claires, hein, de la composance des questions historiques, bien sûr, liées surtout à des questions de mouvement, questions d'histoire de l'art aussi, des philosophies. C'est en fait, il y a toute une série de questions de représentation d'autres éléments culturels qui deviennent instrumentaux, qui deviennent à l'intérieur de leur production politique. Et ça, c'est l'une des questions, je trouve, vraiment, vraiment intéressantes de leur travail. Donc, la question linguistique, parce que
Clairement, c'est super important pour moi. Il y a environ, il faut considérer que vous connaissez la situation linguistique italienne dans laquelle les dialectes sont très importants et sont instrumentales aussi à la narration politique, bien sûr, mais aussi il y a un usage énorme et très, très, très répandu, par exemple, de la langue espagnole. Il y a des énormes parties de ces discographiques généralisées qui sont pratiquement presque entièrement en espagnol. Donc, auteurs italiens qui chantent principalement en espagnol. Je pense les cas des Banda Bassotti, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous connaît un petit peu, mais est un groupe qui est présent à l'intérieur du corpus. Et des questions bien sûr politiques parce que en fait à l'intérieur de ces textes, ces corpus, bien sûr la question politique est cruciale, ça fait partie des éléments, comment dire, de définition de groupes présents dans des corpus, mais en fait j'ai divisé, comme je vais vous montrer, entre groupes, disons entre guillemets, de gauche radicale. C'est toujours très sensible comme définition, compliquée, complexe. Je vous prie comment dire, de la prendre pour l'instant comme ça, on pourra en discuter, et fasciste. Donc, j'ai mis ensemble un groupe un corpus, un subcorpus d'œuvres des groupes déclarativement fascistes. Et c'est l'un même si lire ces paroles, ça fait saigner les yeux, mais en fait, c'est un cas très intéressant. J'ai discuté avec Barbara, on s'est échangé quelques mails à ce sujet. Ils sont des cas qui, en fait, selon mon expérience, sont pas énormément étudiés, mais ils sont extraordinairement intéressants. Au moins, c'est que j'ai retrouvé, je pense que ça peut poser des questions, plusieurs questions. Donc, un exemple de ces auteurs, je vous le montre immédiatement. Pour vous dire les mélanges, d'accord? Donc, je vais essayer. Marion, dis-moi si, si le volume ça va. Tu me fais un signe si je dois remonter un petit peu. Bon. E questo è il blues delle nostre parti, questo è un blues suonato in tre quarti, che suonavano i nostri nonni prima che arrivassero gli americani. E questo è un blues dei nostri braccianti, non erano negri ma erano bianchi, che cantavano nei nostri campi prima che arrivassero gli americani. E questo blues non è da ballare, questo è un blues da dimenticare, con le foto dei nostri nonni che salutano tutti gli americani. Caramelle, noccioline, bombe a mano americane. Alors, j'espère qu'avec ce titre était simple à suivre quand même. Il y a clairement une série comment dire, mélangement d'idées, des cultures. Bon, la question du trois quarts qui est opposée au blues sur la façon de jouer, mais qui devient enfin un élément, non? C'est un valser, mais c'est un blues dans le sens que raconte toute une autre classe sociale italienne, des paysans italiens qui ont vécu la guerre. Bon, bien sûr, il y a des questions liées à l'héritage aussi de la résistance parce que, en fait, on s'attendait à la fin de la guerre à une autre approche, une autre relation avec les États-Unis, avec la classe dirigeante italienne qui reprenait
des pouvoirs à la main et que, en fait, tout de suite à la fin de la guerre, on a parlé des résistances trahies, non? Dans le sens qu'on a une perspective, etc. Et donc, la classe ouvrière s'est retrouvée à vivre un autre type de trahison, non? Comme le fascisme aussi, le nouveau capitalisme avait amené toute une série des problématiques. Donc, l'ouverture à des contestations particulières. En plus, il faut Bobo Rondelli, cet auteur, est de Livourne. Donc, Livourne, c'est l'une des centres où il y a l'une des bases américaines les plus grandes et importantes d'Italie. Donc, il y a un peu cette réaction comment dire, et résistance aussi à la réalité américaine qui devient un peu la représentation d'un nouveau type de domination, après celle des fascistes. Et donc, la relation entre les esclaves américains et les paysans italiens, elle est développée et réfléchie selon aussi des termes musicaux, mais aussi culturels. Donc, c'est juste un exemple. Là, et il y aurait beaucoup, mais je pense que c'est assez flagrant et donne tout de suite une idée de ce que j'entends avec tous ces mélangements des différentes couches culturelles. Donc, très brièvement, les prismes d'analyse que j'ai utilisés est une adaptation de Yeslow, donc un linguiste structuraliste qui discute, qui pense, qui réfléchit à la question du signe. Et ça me paraît très pertinente, quand j'ai analysé, il me paraît très pertinente l'idée d'analyser la question du contenu et de l'expression selon cet axe qui met sur un côté la question culturelle, sur un côté la question musicale. Je vais vraiment très vite sur ça. C'est juste pour vous dire, je vous laisse écouter en deuxième partie, une deuxième écoute, et je vous dis comment j'ai organisé justement cette réflexion qui adapte les modèles de Yeslow à cette année. Je ne sais pas si c'était clair, mais justement, toute la chanson est une grosse référence à beaucoup des morceaux de la musique traditionnelle irlandaise, notamment The Living of Liverpool, qui est l'instrumental en fait de la chanson. Mais si vous voulez, à l'intérieur de ça, on retrouve plusieurs types et styles différents de musique qui vont se mélanger dans une sorte
vraiment des mix qui est assez intéressant. Et justement, ce type des mélanges musicaux a été l'une des bases de sélection du corpus. Enfin, tous les groupes que j'ai essayé de mettre ensemble, ils font ce type qui ont ce type de mécanismes des mélanges musicaux, mais aussi culturels, dans le sens que, comme sur ces côtés musicaux, on essaie de mettre ensemble plusieurs traditions. Sur les côtés du contenu, en fait, des expériences de contenu, il y a des questions liées à, je ne sais pas si vous avez bien suivi les sous-titres, j'espère que ce n'était pas trop vite, que c'était clair, mais c'est en fait la chanson part d'une histoire d'une fille africaine qui remonte l'Italie. Il se retrouve à travailler à Parme, donc centre-nord d'Italie. À bout d'un moment, il part et il va vivre en Irlande couronée, et il se trouve à travailler avec les amis de Bobby Sands, donc l'un des révolutionnaires irlandais. La chanson est pleine de références onomastiques, linguistiques, à toute une tradition transnationale de personnes qui ont représenté quelque chose politiquement dans plusieurs pays. Et aussi, il y a des références aussi d'autres artistes, comme Bob Geldof avec The Great Song of Indifference, par exemple. Pardon. Et donc, c'est un petit peu, c'est tout un exemple. Donc, les influences, je vais les aborder après. Je vais d'abord parler de la question. J'ai trop peur de ne pas pouvoir toucher avec le temps la question de, je suis en train de vous spoiler et tout en fait. Mais si vous voulez, pardon, j'aurais dû, voilà. Donc l'approche bien sûr qui a été prioritaire après l'analyse des sources, qui quand même, je pense, je les passe parce que je pense que vous avez déjà un petit peu une idée de où je veux aller en tant que source. Il y a des questions traditionnelles, des questions liées au punk, rock, etc. Mais la lecture qui m'a, disons, pris le plus de temps, c'était une question d'analyse distante. Non? Donc, j'ai un petit peu appliqué une approche un petit peu à la Moretti, Franco-Moretti, sur un contexte musical et des paroles. J'ai mis ensemble et j'ai essayé d'installer, enfin de mettre à l'intérieur de ces groupes, à l'intérieur de toute une série d'événements qui ne sont pas seulement italien, dans le sens que, comme vous pouvez voir, on parle bien sûr des questions liées à la politique, les années des plombs en Italie, etc. Mais il y a aussi des passages très importants pour ces groupes, surtout pour une tradition de gauche, enfin, du côté gauche du corpus. Nous avons par exemple tout ce qui a été la révolution mexicaine des zapatistes, par exemple, qui a officiellement commencé le 1er janvier de 1994. Et il y en a d'autres, la révolution, enfin la question de l'invasion de l'Hongrie avant, etc. Mais si vous voulez, il y a toute une série d'événements, disons, pas italiens, qui ont été cruciaux pour les auteurs, les artistes de ces corpus. Les corpus, comme je vous disais, il est composé par 3 sub-corpus, donc les corpus des chanteurs, enfin des chansonniers, des singer-songwriters qui qui ont été choisis comme les inspirateurs de la génération qui m'intéressait le plus, celle-là des années après la fin de la guerre froide. Il y a un deuxième sous-corpus, bien sûr, donc des groupes. Ce sont des groupes extrêmement politisés qui sont activistes et qui font partie de la réflexion aussi des mouvements, des mouvements qu'ils ont menés au Social Forum, au peuple de Seattle et tout ça. Ils sont extrêmement actifs. Et les groupes fascistes. Ici, nous avons la sélection des groupes fascistes. On parle vraiment des groupes qui ont été fondamentales dans la création aussi du paysage politique aujourd'hui. Je vous dis justement, par exemple, les deuxièmes groupes que vous voyez, Janus, en fait, c'est un groupe dans lequel il jouait aussi Jacques Marshall, qui est l'un des personnages majeurs du GUD
et de la fondation du Front National. Donc, il y a des liaisons et ça, c'est la question qui vraiment j'ai dans la tête dans les passages musicaux et que je trouvais sur lesquels j'ai pu travailler sur de la musique d'extrême droite entre Angleterre, France, Italie. Ça se joue aussi un passage crucial dans ma réflexion sur les passages de contenu et des militants politiques entre les trois pays au moins, parce qu'il y a toute une série de questions que, si vous voulez, on peut aborder lors de la discussion, mais qui sont extrêmement intéressantes. Donc, ces groupes, il y a un peu tout dedans, hein, parce que si vous pensez, si vous écoutez les premiers groupes, en fait, Amici del Vento, c'est un groupe à la Bob Dylan. Vraiment, c'est un groupe avec ses styles. Et Janus, c'est un groupe prog, vous direz d'écouter, je ne sais pas, les Jeux Total, mais avec beaucoup de croix celtiques au milieu des vidéos. C'est vraiment, et vous avez aussi des groupes comme Hobbit qui sont folk, punk folk. Voilà, enfin, c'est quand même un sujet intéressant sur ce côté-là. Ce que vous voyez sur vos yeux, en fait, c'est simplement, tout simplement, une analyse des tendances de sortie des albums de ces groupes. Donc, on peut vraiment discuter sur la composition d'un corpus. L'un des critères a été aussi, parce que d'ici un moment, je vais vous montrer les analyses stylistiques de ces textes, hein, qui sont faits sur la base des analyses statistiques des fréquences moyennes des mots et qui peuvent montrer, ce sont des analyses qu'on fait pour, juste pour vous dire, on les a utilisées sur les théâtres français du XVIIe siècle pour analyser quelles sont les relations entre Scudéry et Molière, par exemple. On a plusieurs des cas sur lesquels ils sont utilisés. Et justement, voilà, là, pour entrer dans les corpus, j'aurais dû avoir des discographies d'au moins 5000 mots. Parce que sinon, statistiquement, ce n'est pas possible de pouvoir avoir des résultats qui ne sont pas biaisés, en fait, qui sont corrects, qui sont scientifiquement valides. Voilà. Je répète les mêmes concepts 2000 fois, mais l'essence est là. Et si vous voyez un petit peu dans les lignes de tendance, non, il y a un petit peu, comment dire, un remplacement, non, entre la première génération qui sont principalement des chansonniers et la deuxième qui sont les groupes à gauche, non, donc les tirets et les points. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, la concentration et la sortie de ces albums, ils se concentrent autour des moments historiques, des décennies qui historiquement ont représenté les siècles de lutte pour excellence. Je parle pas seulement de l'Italie, aussi de la France, les années 70, les années des plombs. Et autour, là, c'est pas super visible. Je sais pas si, oui, ici, c'est un graphe de dispersion et vous avez plutôt exactement en fait les sorties pour année. Et en fait, si vous regardez, tout se concentre autour des années liées, par exemple, à l'effet des gènes dans lesquels il a été tué Carlo Giuliani. Et ces sorties sont concentrées autour de ces mouvements cruciaux pour les débuts en fait de la fin des mouvements de Social Forum après les années 90 et les années des plombs, donc autour des attentats de l'extrême droite en Italie. Et ça, c'est intéressant, ça donne tout de suite une idée avec, très simplement, avec quelques questions très simples, ça donne une idée un peu du corpus et comment il décrit la société et comment la relation entre les faits politiques est liée aussi à les activités artistiques de ces personnes. Ce que vous voyez ici, ce sont des analyses du langage. Donc, le type-token ratio est une méthode entre plusieurs méthodes d'analyse de la richesse lexicale des textes. Donc, plus, c'est un index qui est compris entre 0 et 1. Vous le voyez exprimé un pourcentage ici, qui permet de dire et de comprendre quels textes sont plus innovants en termes de lexique. Et ici, la chose qui est intéressante dans ces cas spécifiques est comme il y a vraiment une sorte comment dire, de tendance qui est liée au style musical.
Donc, si vous voulez, quand on commence à perdre un peu la chanson d'auteur entre la fin des années 80 et les débuts des années 2000, quand on remonte en fait les groupes qui ont un petit peu ce type d'influence, vous voyez comme les lexiques ont cette tendance à être plus pauvres. Et ça, c'est un calcul qu'on fait sur la base de la relation entre les typologies lexicales et l'ensemble, les tokens, l'ensemble des mots. Donc, j'ai vraiment remarqué qu'il y a une correspondance linguistique aux tendances musicales. Et c'est assez flagrant quand on fait ces calculs, on donne à la machine justement ces genres de données. Ensuite, ça, ce sont les différents. J'ai fait la même chose pour chaque catégorie, chaque catégorie grammaticale. Donc, les noms, les verbes, pour chacune de ces catégories, j'ai fourni et j'ai essayé de comprendre quel type de relation il y avait. Juste pour vous montrer un exemple, la donnée sur l'accuracy, c'est combien mon modèle lexical sur les paroles de ces auteurs a été pointu et combien de fois il a travaillé justement et combien de fois il s'est trompé. Donc, disons que, par exemple, sous le nom, l'accuracy est plus basse parce que moi, j'ai tout corrigé ensuite avec du machine learning. On donne à la machine te donne le résultat, tu corriges, tu vois combien de fois la machine a fait juste, combien de fois il a fait mauvais. Bref, au-delà de ça, ce sont des données pour vous montrer ce qu'il y a derrière. Et ensuite, j'ai pu aussi observer des phénomènes plutôt liés, par exemple, dans ce cas, à l'usage du subjonctif, à savoir juste pour l'espagnol, l'italien, les portugais aussi. En fait, le subjonctif est une, est une, est une typologie des verbes qui sont extrêmement importants pour la narration, dans le sens où il permet de subordonner, de donner des explications, des phrases, de rendre les textes plus narratifs. Et dans ces cas, vous voyez comme même, comme je vous ai expliqué, dans l'innovation lexicale qui, à la fin des années 80, commence à se perdre, il se perd aussi l'usage des langues des temps verbaux les plus utiles et les plus utilisés dans la narration. Signe que la façon d'écrire pour un genre qui change, la production, ça agglomère la production punk, notamment la production punk rock, ça devient plus forte. Aussi, la narration change et il n'y a plus vraiment une narration comme avant parce qu'il change aussi les catégories verbales. Même chose pour l'usage des passés. C'est super intéressant. Et là, on peut vérifier aussi comme il y a une tendance nationale, dans le sens que vous voyez comme la ligne qui monte est la ligne du passé composé et la ligne qui basse est la ligne du passé simple. Et intéressant parce qu'effectivement, ça témoigne une tendance de l'italien parlé à la perte progressive, comment c'est passé en français, du passé composé, du passé simple vers le passé composé. Ce que vous voyez est super, assez sympa sur la fin du modèle. Vous voyez qu'il remonte le passé simple. C'est simplement parce que vraiment les toutes dernières paroles du subcorpus de 2010 sont écrits principalement pour des auteurs du sud de l'Italie qui ont une tendance à l'usage du passé simple plus développé que des auteurs du nord de l'Italie. Et en fait, quand j'ai regardé les résultats, quand j'ai computé les résultats, je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé à vérifier ça et c'était un peu ça. Pour sortir aussi, j'ai créé des modèles pardon, je sais pas si... Ouais, voilà. J'ai créé des modèles pour vérifier quelles sont des analyses de discours, basiquement, quelles sont les récurrences et les liaisons structurelles du langage. Et j'ai fait ça en mettant les corpus de l'extrême droite d'un côté et de la gauche de l'autre. Mais j'ai créé aussi du corpus des contrastes, dans le sens que j'ai mis ensemble toute la tradition de la musique fasciste populaire dans le sens très... On ne peut pas vraiment parler
musique fasciste traditionnelle, dans le sens que musique qui n'a pas les mêmes racines de la musique traditionnelle on peut rassembler dans un corpus pour la gauche. Mais effectivement, j'ai mis ensemble un corpus de musique fasciste, un corpus de musique traditionnelle, disons, socialiste, liée à les premières revendications socialistes que nous avons eues en Italie, pour essayer de voir quelles sont les relations avec la tradition. Donc, je fais aussi cette analyse transversale. J'ai essayé et j'ai sondé, par exemple, la question des genres. Donc, comment on parle de l'homme, de la femme, les résultats sont effrayants parce que aussi à gauche, bien sûr, on n'a aucun type d'attention à des questions de genre. Hein. Déjà, dans mon corpus, j'ai vraiment eu du mal à pouvoir insérer des femmes. Il y en a vraiment peu. Et en général, bon, la représentation aussi à gauche, aussi des questions queer, hein, parce qu'il y a des premières chansons dans ces groupes qui analysent la question du transgenre, des personnes transgenres. Et bah, la situation est vraiment horrible. Et la façon qu'ils ont de parler de ces questions-là, à gauche comme à droite, je vous dis, c'est vraiment encore pire, mais à gauche aussi, il n'y a rien qui peut être considéré comme progressiste aujourd'hui. La question de la résistance, bien sûr, c'est l'un des focus de mon analyse. Et sur la question de la résistance, j'ai isolé un lexique qui vient de mes études sur la littérature de résistance. Je travaillais énormément sur la question de la résistance et j'ai essayé de voir quels sont les champs lexicales qui se forment quand on essaie d'isoler un lexique lié à la résistance. Même chose pour la question de la lutte des classes. Donc, je travaille sur des questions comme voilà, la grève, les travailleurs, les peuples, la classe ouvrière, etc. Et il y a des chaînes lexicales qui se forment et qui permettent de décrire toute une série des concepts à l'intérieur de la musique. Ensuite, et là, c'est le dernier sujet, non, l'avant-dernier sujet numérique. Après, je m'approche à faire des conclusions. C'est bon, Marianne, 5 minutes. Parfait. Donc, l'analyse du style, alors ça, c'est un sujet un petit peu, comment dire, un peu plus cryptique. Hein, si on travaille sur des questions du style, en fait, on travaille sur la fréquence moyenne des mots. C'est-à-dire qu'à imaginer, à savoir, nous avons toujours toute une série d'expressions qui reviennent et qui, en fait, sont toujours les mêmes quand on parle. Et chacun d'entre nous, il a les siennes. Et sinon, en fait, on peut penser à comment structurer et statistiquement analyser les langages à l'intérieur des questions de style. Il faut savoir qu'on le fait sur la base des fréquences des stop words. Tous les mots qui ne sont pas des significations, donc les prépositions, les conjonctions, tout ça devient la façon la meilleure pour comprendre les structurations du discours, les constructions phrasales que nous utilisons. Donc, ce que vous voyez sous vos yeux, ce sont les 3 subcorpus principaux sur lesquels je travaillais. Donc, les groupes tout à gauche, à haut, vous voyez les clusters, en fait, des chansonniers. En fait, vous en avez plusieurs. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous connaît un petit peu la musique italienne, mais peut-être vous pouvez connaître Battiato, par exemple, que je pense en France un peu de succès. Vous avez au milieu les groupes de gauche et vous avez l'extrême droite sur la droite, justement. Et là, vous voyez comme il y a des groupes hein, qui vont se relier. L'analyse devient encore plus intéressante quand, en fait, on met tout ensemble. Hein, et quand on met tout ensemble, vous pouvez voir que nous avons, disons, l'outil, j'utilisais un package pour un langage de programmation qui s'appelle R, et ce package s'appelle Stylo, il est utilisé pour un ensemble de commandes qu'on utilise pour sectionner les langages, calculer les fréquences et faire des distances entre les fréquences moyennes. Ce que je peux juste vous dire qui est extrêmement intéressant, si vous voyez les clusters tout en haut, les clusters A1 et A12, en fait, c'est un cluster qui met ensemble l'un des groupes les plus à gauche
hein, italiens, c'est-à-dire les CCCP, les noms déjà de tout, et tous les groupes qui ont été produits par les chanteurs de ces groupes, avec les clusters 1 ou 1.2 qui met ensemble pratiquement toute la musique des droites. Et en fait, c'est super intéressant parce que c'est juste un exemple. Hein. Après, enfin, il y a des clusters qui sont liés sûrement à des questions de dialectes parce qu'il y a des auteurs de Bologne qui sont tous ensemble, etc. Ça, c'est intéressant parce que les chanteurs des CCCP, en fait, déjà, il est devenu aujourd'hui l'un des supporters de Giorgia Meloni et du coup, de toute la droite, disons que maintenant est au pouvoir en Italie aujourd'hui, mais il a écrit un livre ensemble, etc. Mais il est aussi producteur dans les mêmes années, en fait, des groupes de droite. Donc, le fait que dans son style, il est sensible à une proximité avec des groupes de droite est assez intéressant aussi, ça se justifie. Ensuite, j'ai modélisé en fait aussi des questions d'espace, hein, ça, sur la provenance des groupes, et c'est intéressant comme la majorité de ces groupes correspond à une ligne hein, qui se trouve entre Milan, Bologne, Florence et Rome. Hein, donc, comme si la musique avait justement cette dimension centre-nord d'Italie. Et j'ai créé des analyses des réseaux, des toponymes qui ont été cités par ces auteurs. J'ai construit aussi, je vous montre brièvement. Vous êtes en train de voir mon browser web? Oh, toujours la présentation? Oui, mais c'est long à charger. Enfin, c'est normal. Voilà. Oui, c'est bon, on a d'accord du coup. Ouais. Et ici, j'essaie de construire une analyse des toponymes cités, donc que vous pouvez voir et ça, c'est juste un exemple. Hein. Vous pouvez voir quels sont les toponymes mentionnés par la musique de gauche et les mettre superposés à celles de la droite. Et vous pouvez voir quelles sont les différences dans toutes les couches. C'est quelque chose qui amène à des conclusions intéressantes quand on y travaille dessus et qui peuvent être utilisées pour n'importe quelle typologie, quel type de musique ou quel type de modélisation. Donc, pour conclure un petit peu sur ces questions, disons que, bon, il y a les côtés littéraires, hein, il y a juste pour un cas surtout, par exemple, l'usage massif de Gabriel Garcia Marquez à l'intérieur de ces corpus. Il y en a vraiment plusieurs. Ici, c'est un exemple, Tierra Libertad, qui est un album qui se base sur Cien años de soledad de Marquez, est un ensemble de références qui déplace l'histoire de Marquez, du roman, dans dans des Aguascalientes en Mexique pendant le début de la révolution, de cette révolution zapatiste en Chiapas. Bref, donc le phénomène est extrêmement intéressant et reprend la tradition littéraire, la tradition culturelle italienne, et pas que ça. Comme je vous disais, en fait, ça remonte à plusieurs types hein, des mélanges qui sont liés par à l'Italie. Et je n'aurais pour parler pour des heures. Hein, j'espère de vous avoir fait un petit cadre général en vous montrant quels sont aussi les enjeux d'une analyse numérique qui peut être vraiment reprise et réutilisée. Je vous remercie pour votre attention. J'espère d'avoir pas été trop chaotique dans mon explication. Merci beaucoup, Giovanni. Je vais laisser la parole à Barbara Lebrun, donc, qui va maintenant nous parler de l'imaginaire afro-antillais dans la variété française des années 80, donc entre héritage colonial, fascination pour l'autre, mais aussi intention antiraciste. Alors, Barbara Lebrun est enseignante-chercheur en civilisation française à l'Université de Manchester depuis 2002. Elle est spécialiste de chansons françaises et elle s'intéresse particulièrement aux tensions entre prestige et succès commercial et aux représentations identitaires du genre et de l'ethnicité. Elle a notamment exploré ces thèmes dans ses 2 monographies, Protest Music in France, sortie chez Ashgate en 2009, et Dalida, Mythes et Mémoires, paru chez Le Mot et le Reste en 2020. Et Barbara, tu peux lancer la présentation.
Donc, merci, bonsoir à tous. Donc, je vais partager avec vous des idées pour un nouveau projet, en fait, que je suis juste, c'est vraiment le tout début, c'est vraiment très préliminaire, en train de développer sur la notion de, c'est en anglais, donc c'est la notion de blackness, de identité noire dans la chanson française. Et je vais essayer d'être hyper condensée pour laisser beaucoup de place aux questions et à la discussion après, parce que j'aimerais beaucoup avoir des retours, des idées, des critiques, parce que je suis vraiment en stade de développement à l'heure actuelle. Et en particulier, je sais que beaucoup d'entre vous travaillent déjà sur ces questions d'identité raciale, et votre retour m'intéresse fortement. OK. Donc, j'ai légèrement changé le titre de la présentation par rapport à ce que j'avais envoyé, mais c'est parce que je ne veux pas seulement parler d'imaginaire. Je veux parler de blackness en tant que présence physique de gens qui sont somatiquement noirs, dont on voit la noirceur dans la couleur de peau. Et aussi, à côté de ça, il n'y a pas forcément de rapport entre les deux, mais la représentation de l'identité noire, pour le coup, de manière esthétique, en termes de paroles, en termes d'influence musicale, de présentation du corps, dans le langage de la chanson en général. Alors, ça marche ou quoi ça? OK. Donc, ce contexte de recherche sur la blackness en France, en chanson française, en fait, ça m'est tombé dessus un petit peu par hasard cette année. Donc, il y a 2 ans, j'ai publié un travail sur Dalida, et où la question de l'identité minoritaire, ethnique et raciale se posait déjà. Mais je pensais avoir laissé tomber un petit peu cette question-là. Et quand je finissais mon livre sur Dalida, je consultais beaucoup de résultats de statistiques de vente compilés par Fabrice Fermand avec les données du SNEP sur le site Top France. Et puis, ce qui me semblait, je croyais que j'allais partir vers un autre projet qui concerne la chanson pour enfants. Parce qu'en regardant les statistiques de vente, je trouvais un truc tout à fait curieux et qui me rappelait mon enfance à moi quand j'étais jeune dans les années 80, et qui était tout d'un coup une explosion commerciale des ventes de chanteurs pour enfants, alors Chantal Goya, Dorothée, etc. Et puis je me disais, il y a peut-être un travail intellectuel, méthodologique à faire sur ce nouveau truc, cette explosion commerciale. Et puis en fait, ça se recoupe avec la blackness, mais je suis tombée sur autre chose. Et puis depuis 1 an, ça devient quelque chose de beaucoup plus concret. Donc, la chanson pour enfants, j'y retournerai une autre fois, un peu plus tard, mais je crois que là, je me dirige vers cette question de représentation noire dans la chanson française. Parce que, par exemple, je suis tombée sur des chiffres, des données de vente, de succès commerciaux, comme ceux de 1985, je vais mettre un petit peu plus grand tout à l'heure, ou sur les 10 meilleures ventes, par exemple en mai 85 en France, on a 7 chansons francophones qui sont soit par des chanteurs noirs, soit par des chanteurs blancs qui évoquent l'identité noire de manière tout à fait intentionnelle, explicite, comme je vais vous montrer. Donc, il y avait quelque chose de curieux que je cherchais à formuler, etc. Et puis, bien sûr, depuis 1 an, il y a plein de questions sur la représentation noire qui se posent en France, alors bien sûr dans le cinéma, en littérature, etc. Et puis au niveau du discours musical aussi, il y a eu l'année dernière, en 2021, Victoire de la musique, on disait que pour la première fois, il y avait 4 chanteurs noirs qui ont été nominés ou gagné des trucs. Et puis cette année, en février 2022, Rokhaya Diallo a un peu mis son doigt sur un problème en disant où sont passés les Noirs, il n'y en a plus aucun, Victoire de la musique 2022. Et bien sûr, il y a un backlash contre le fait qu'elle mentionne l'identité raciale parce que c'est anti-républicain. Et donc, moi, depuis ma perspective britannique, je travaille en Angleterre, le fait d'être mal à l'aise vis-à-vis de la formulation d'une identité raciale, c'est quelque chose qui est tellement français que je me disais, il faudrait un petit peu l'explorer. Et ces questions d'identité raciale en musique, elles ont déjà été couvertes en ce qui concerne la période de l'entre-deux-guerres, avec le jazz, la chanson coloniale, les corpus de musique créole. Et puis le rap des années 90 ou la sous-entendue world music. Mais entre les deux, ce qui concerne la grande chanson française des années 50 à 80, quand c'est le vinyle en fait qui se vend, la question raciale est comme absente.
intellectuellement, mais ça ne veut pas dire qu'elle est absente du corpus musical ou des désirs en fait et des discours que posent les chanteurs, même quand ils sont blancs. Donc, c'est un peu le projet vers lequel je me dirige en ce moment. Alors, il y a des risques méthodologiques évidents qui sont de réifier l'identité noire en la posant comme objet d'étude, mais à la limite, ce risque, il est le même pour n'importe quel sujet d'étude et on risque de réifier la chanson de la même manière. Depuis ma perspective britannique, il y a un gros souci qui est de ne pas maintenir mon white privilege ou bien d'utiliser mon white privilege en redonnant quelque chose à la communauté noire, si cette communauté noire en France existe et se définit de manière cohérente, ce qui n'est pas le cas. Donc, je suis encore en train de me questionner dans ma légitimité, en fait, en tant que chercheuse pour m'intéresser à la question de l'identité noire. Et puis, donc ça, c'était pour les risques, je pourrais développer un petit peu plus. Mais bon, du coup, il y a tout un... Je suis en train de lire plein de choses en ce moment. Il y a énormément de choses écrites, bien sûr, en anglais, sur des corpus américains, des corpus britanniques, sur la notion d'identité noire en musique. Mais dans le contexte français, donc à part le jazz et à part le rap, au milieu, je trouve presque rien. Donc, je me dis, bah, ça tombe bien qu'il n'y ait rien, il y a quelque chose à faire parce que la musique nous dit autre chose. C'est ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Donc là, j'ai commencé à faire un travail préliminaire sur Henri Salvador, en fait. Mais pour cette présentation ce soir, je vais vous parler juste des années 80 et en particulier de une année, 1985, pour essayer de catégoriser un petit peu quelles sont les tendances à la représentation du corps noir ou la présence de chanteurs noirs dans la variété, en fait, dans la chanson française, commerciale, dans ce qui se vend. Je veux vraiment être dans les charts, dans ce qui représente un peu des grosses tendances sociales de consommation, de production dans la musique française. Alors, en littérature, la présence d'auteurs noirs ou d'auteurs blancs qui ont des protagonistes noirs, c'est quelque chose de très ancien, c'est quelque chose dont on a beaucoup plus l'habitude au niveau académique, universitaire à aborder. Il y a énormément de chercheurs en études coloniales, postcoloniales, décoloniales qui s'intéressent à ce genre de corpus. Et surtout en littérature, il y a une identité noire extrêmement complexe, ouverte aux ambivalences, souvent assez vindicative aussi, politisée en fait, contre l'histoire de la colonisation et de l'esclavage. Et quand on regarde les corpus de chansons populaires, on arrive à quelque chose de beaucoup, beaucoup moins subtil, beaucoup moins politisé. En France, dans ce qui concerne la culture populaire, il y a deux grandes tendances genrées à la représentation du corps noir. Le clown, quand c'est un homme, ou la femme à poil, la femme danseuse qui ne peut pas contrôler son énergie sensuelle ou sexuelle, avec, par exemple, Joséphine Baker. Donc, je voulais un petit peu me rendre compte dans quelle mesure ces deux stéréotypes genrés se retrouvent dans la chanson française. Et ils se retrouvent pas mal. Il n'y a pas que ça, mais c'est assez incroyable de voir à quel point ces stéréotypes perdurent jusque dans les années 80. Okay. Alors, pour un petit peu cadrer cette étude, là, je vais juste faire une référence à Bertrand Dical, donc il y a un journaliste, en fait, il n'est pas universitaire, hein, mais je trouve que ses livres sont d'excellente qualité, et c'est l'un des rares, en fait, à poser la question de l'identité raciale à l'intérieur d'un corpus de chansons populaires qui ne soit ni du rap, ni du jazz. Donc, son travail récent sur Ni noir, ni blanche, hein, sur les musiques créoles, ou l'absence de musique créole dans la France m'a servi un petit peu de base. Et donc, il pose ce problème, cette tension, à un moment dans son bouquin. Bertrand Dical dit que absolument en France, le métissage musical en termes d'influence, d'ingestion et d'ouverture culturelle à l'extérieur est indéniable. Mais qu'en même temps, au niveau professionnel, au niveau socio-ethnique, au niveau des rapports de pouvoir qui gagnent des sous, en fait, avec des chansons qui célèbrent le métissage, le pouvoir reste blanc. Donc, on est dans cette tension, en tout cas pour la période d'études, c'est-à-dire les années 60, 70, 80. Voilà. Alors, j'ai commencé à faire un petit peu de comptage. Je ne veux surtout pas me limiter, moi, à la question statistique et quantitative.
Et donc, j'ai commencé à faire ça avec les chiffres du SNEP de Fabrice Fermand. Et alors là, c'est très basique, je voudrais revenir. C'est vraiment les premières données, mais je crois que elles ne sont pas publiées du tout encore et il va falloir que je refasse des comptages. Mais ce qu'on trouve, par exemple, sur un corpus, là, c'est pour les années, une dizaine d'années, entre 1964 et 1974 en France, c'est qu'on arrive au maximum à 3% de chanteurs non blancs dans les charts français et dans les classements de meilleures ventes, et très peu de francophones. Alors en 64-65, il y a Henri Salvador et puis les Surfs qui ont des succès 3 ans de suite. Et il faut attendre 75-76 pour retrouver un chanteur non blanc et noir francophone qui revient dans les meilleures ventes françaises. Donc ça, c'est préliminaire, hein, donc, mais ça donne une idée de l'invisibilité commerciale, quelque part, des artistes non blancs. Et quand je dis non blancs, en fait, c'est des noirs, parce qu'il y a presque encore moins de chanteurs qui soient, par exemple, asiatiques. Donc, la question de l'identité raciale, quand elle n'est pas blanche, c'est qu'elle est noire. En fait. Alors, à partir de la mode funk, ce que les Français appellent funky à l'époque, et puis surtout du disco 75-76, là, il y a une explosion de chanteurs, enfin une explosion, ça reste relatif, hein, mais une beaucoup forte présence de chanteurs noirs, en particulier afro-américains, mais pas exclusivement. Il y a pas mal de caribéens et puis d'afro-péens. Le terme ne plaît pas à tout le monde, mais c'est ce qu'on dit en anglais, afro-peans. Par exemple, les Allemands de Bonnet M, qui ont pendant 3 ans de suite, 77, même 4 ans de suite, jusqu'en 80, les meilleures ventes des classements en France. Donc, là, c'est vraiment un truc préliminaire, mais donc au niveau quantitatif, on dit il n'y a pas beaucoup de noirs en France ou de noirs dans les charts français. Peut-être c'est quelque chose qu'on savait, mais ce serait important de le quantifier proprement. À côté de ça, pour arriver aux années 80, dans les années 80, les représentations noires les plus communes se retrouvent à la télévision, dans les programmes sportifs ou dans les vidéos de chansons. Et en général, la grosse tendance est à la reproduction d'un stéréotype de comédie. Le noir est comique, il est sympathique, il n'est pas politisé et il est en général, il est américain et il représente une idée de modernité. Donc ça, c'est toutes les séries télévisées qui passent en prime time à la télé française dans les années 80. Et autour de 83-84, il y a quelques célébrités françaises qui sont métisses, qui sont des hommes et qui deviennent très connus. Donc, Yannick Noah, Sydney, Harlem Désir, bien sûr, lui, il est politisé. Mais il y a des problèmes avec la façon dont il est médiatisé. Donc, en général, la présence noire dans les années 80 passe par une validation américaine dans l'imaginaire français de quelqu'un qui est moderne, qui est sympathique, qui est comique, streetwise. Et c'est tout à fait positif. Alors, en 1985, voici ce qui se passe au niveau des charts des ventes en France. Et donc, c'est la même slide qu'au début. Donc, je suis restée sur le mois de mai parce que c'est là où c'est le plus visible au niveau des ventes globales pour l'année. Il y a un petit peu Jean-Jacques Goldman qui me fout mon truc en l'air parce que Je te donne est la deuxième meilleure vente annuelle. Mais la meilleure vente annuelle en 85, c'est le single Éthiopie du groupe Chanteurs sans frontières avec Renaud à the helm qui guide le truc. La chanteuse Bibi est 4e meilleure vente avec 900 000 ventes cette année-là. Et plein de chanteurs qui évoquent l'identité noire, donc Julien Clerc avec Mélissa par exemple, et la compagnie créole aussi. Donc en 85, à partir de là, je me suis dit, mais comment un petit peu thématiser, regrouper les différentes identités noires que cette évidence commerciale avec les chiffres de vente me propose. Donc, je vais passer avec vous maintenant à 4 grandes tendances de représentation du corps noir et ouvrir ensuite à la discussion. Alors, premièrement, perpétuation du stéréotype comique, les noirs hommes, souvent hommes, pas exclusivement, mais souvent, sont des clowns.
Il y a cette tendance, donc bien sûr on la connaît avec le poster d'Anania, mais Henri Salvador est quelqu'un qui fait un petit peu la jonction entre la période en fait, jazz créole de l'entre-deux-guerres et le mainstream français avec sa présence à la télévision où il fait des grimaces, etc. dans les années 60. Mais parmi les meilleures ventes, dans les années 70, il y a ce chanteur d'origine mozambicaise qui s'appelle Afrique Simone. Il est entièrement produit par Barclay. Et il fait le clown à la télé. Alors, il passe à Champs-Élysées, il passe à toutes les émissions Mariti, Gilbert Carpentier, toutes les émissions de prime time du vendredi et du samedi soir en France. Et il fait l'imbécile. Alors, il fait des grandes gymnastiques faciales, il jongle avec une chaise, il secoue ses fesses, il enlève sa chemise, etc. Et en 1985, reproduisant ce genre de stéréotype, on a Annie Cordy avec son tube Chaud Cacao, qui est orthographié de manière à évoquer la langue petit nègre et qui est destiné aux enfants, bien qu'il y ait des sous-entendus sexuels avec des références au corps, avec tu me montres tes petits kiwis, je te donne mes ananas, enfin des trucs comme ça. Et sur scène, à Champs-Élysées, elle est entourée d'enfants qui sont déguisés dans ce que les Américains appellent le blackface. Ce sont des enfants blancs qui ont mis des collants et des justes au corps noirs, et qui se cachent le visage avec les masques qu'on voit un petit peu en haut à droite de la slide ici. Ils ont des grosses lèvres rouges. Donc, c'est comme un clown, bien sûr, ou le clown Banania. Et le contraste entre le rouge des lèvres, le blanc des dents et le noir de la peau est censé rendre le corps noir risible, ridicule. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière tout à fait prominente jusqu'en 1985 au moins. Alors, cette histoire de noir comique, elle est assez intéressante au niveau linguistique, avec la validation d'une mauvaise prononciation du français. Alors, ce qu'on appelait le petit nègre à l'époque coloniale, on peut parler de charabia aussi aujourd'hui. Richard Gottener, hein, musicalement, moi j'adore cette chanson Primitif, mais c'est entièrement construit sur le principe de la non-conjugaison des verbes en français, donc c'est à l'infinitif. Il y a des sous-entendus sexuels. Sur certains plateaux, il chante beaucoup pour les enfants, mais ça ne l'empêche pas d'avoir, sur certains plateaux, d'être entouré de jeunes femmes en espèce de jupe en raffia façon Haïti. Enfin, bon, c'est tout un mélange d'imaginaire colonial. Donc ça, et puis donc en 85, Annie Cordy. Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment une abondance en fait de cette idée du corps noir qui n'a sa place qu'en tant que clown, que comédie ridicule, sexualisée, et aussi pour les enfants, ça c'est une particularité française. Ok. Et donc dans ce style dans ce style comique en fait, pas sexualisé vraiment, mais dans le style bon enfant. Le noir est là pour le divertissement du blanc. Il y a le grand succès de la compagnie créole. Son plus gros succès commercial, c'est 1985, avec la chanson Le Bal Masqué. Alors, quelque part, le bal masqué, c'est une tradition afro-caribéenne authentique. Il s'agit du carnaval, qui est extrêmement important pour les populations esclavagisées et post-esclavage dans toutes les Caraïbes. Mais en même temps, la remettre à jour en 1985, c'est particulièrement pour promouvoir une identité noire qui est héritée en fait de la période coloniale. Il faut savoir que la compagnie créole ne marche pas du tout, ne se vend pas aux Antilles. C'est vraiment un groupe créé en métropole, enfin pas créé à l'origine en fait, mais qui a du succès une fois qu'ils abandonnent la langue créole. La compagnie créole existe depuis 75-76, ils avaient des disques en créole et ça ne marchait pas très bien. Et à la fin des années 70, une équipe de producteurs, Jean Kluger et Daniel Vanguard, se sont mis ensemble. Ils écrivaient déjà des chansons pour d'autres et ils ont dit tiens, on va donner ces chansons-là à la compagnie créole mais en français, et à partir de là ça commence à très bien marcher pour eux. Donc c'est un groupe qui quelque part abandonne son authenticité antillaise pour pouvoir plaire à un public qui ne parle pas le créole et qui tombe dans un stéréotype du noir divertissant.
Il y a énormément de rejets de la part d'Antillais, des gens que j'ai commencé à interviewer. Il y avait un saxophoniste qui s'appelle Franck Nicolas, qui est d'origine guadeloupéenne, qui était prêt à faire une grève de la faim du fait que lui, en tant que saxophoniste de jazz, on lui propose des rôles à la compagnie créole quand il tourne en France. Et il disait, mais on n'arrive pas à dépasser ce modèle, quoi. C'est un truc horrible. Mais la compagnie créole, ça marche vachement bien. Il continue à tourner en France, beaucoup dans les tournées nostalgiques. Et il prépare une tournée de 40 dates en janvier 2023 qui démarre au Québec. Mais ça continue à beaucoup marcher. Et aujourd'hui, quelque part, ça fait partie du folklore. En France, on oublie que ça fait rire les oiseaux. C'est une chanson chantée par la compagnie créole, mais je connais plein de gamins et de personnes plus âgées qui connaissent les paroles par cœur, qui connaissent la chanson et qui se font plaisir en chantant cette chanson sans forcément savoir qu'il s'agit d'une chanson créée au sens de performée par un groupe d'origine martiniquaise. Ok. La deuxième catégorie de représentation noire qu'on retrouve dans ce corpus des années 80, ce sont les femmes noires sexualisées et danseuses. Alors là, on est complètement dans la reprise du rôle joué par Joséphine Baker, c'est-à-dire la femme débridée, un petit peu faux-folle, qui n'est pas du tout intellectuelle et qui est là pour servir en général le chanteur blanc, pas toujours, mais principalement, qui est à son service comme objet sexuel. Dans les années 80 et surtout en 85, il y a deux grands tubes qui sont dans les charts françaises, c'est Jean-Pierre Madère avec Macumba et Julien Clerc avec Mélissa. Julien Clerc, à son spectacle de Bercy, est entouré d'une douzaine de femmes noires pour le final avec la chanson Mélissa. Alors, dans les paroles de la chanson Mélissa, ça se passe à Ibiza. On n'est pas du tout dans les Caraïbes ou en Afrique. On est en Méditerranée, mais il s'agit d'une métisse. Sur la pochette du disque, on nous dit qu'elle est noire parce que le dessin est fait avec une couleur brune. Et les danseuses qui entourent Julien Clerc sont noires. Alors, l'idée d'avoir un chanteur blanc qui se pose comme blanc et qui s'entoure de danseuses noires, c'est quelque part assez ambivalent parce que oui, ça représente le voyeurisme, le sexisme colonial. Et puis, il y a une espèce de nouveau discours qui émerge aussi, et c'est présent chez Jean-Pierre Madère avec Macumba. C'est l'idée que l'homme blanc a une responsabilité vis-à-vis de la femme noire qui, en dansant, est proche de la prostitution. Et toute la chanson, le clip et les paroles de Macumba, de Jean-Pierre Madère, c'est en fait le narrateur, on va l'appeler Jean-Pierre, exprime son malaise d'homme blanc vis-à-vis de cette femme noire qui n'arrive pas à trouver autre chose comme activité professionnelle que danser dans les bars. Et il se sent un petit peu son protecteur et veut l'empêcher de se dégrader en étant une danseuse. Donc c'est paradoxal parce qu'à la fois il a besoin d'une danseuse pour faire sa chanson, mais c'est une chanson à propos d'une femme qui se compromet en étant que danseuse dans les bars et qui se prostitue, etc. Donc, c'est l'homme blanc qui exprime son malaise et son ambivalence, son passé colonial vis-à-vis de ce corps noir. La troisième catégorie qui est très intéressante, je trouve, et qui est assez particulière à la France, c'est la notion de invisibilité du corps noir. Alors ici, pour parler d'invisibilité, en fait, c'est la tradition républicaine réinscrite à la Constitution de 1946, de 1958, où en France, le racisme est interdit, la République ne discrimine pas les citoyens sur la base de la race, mais du coup, la race est devenue un tabou. Et on demande aux minorités ethniques ou raciales de s'assimiler à une nation qui se conceptualise comme abstraite, alors qu'elle est bien sûr blanche, mais la demande est une demande d'assimilation. Alors, aux États-Unis, cette question d'assimilation, elle se pose un petit peu différemment, même très différemment, du fait de l'histoire de l'esclavagisme sur le sol américain, alors qu'en France, ça n'a eu lieu qu'aux colonies, et de la ségrégation raciale qui a suivi l'esclavagisme.
Donc, par exemple, en études sur la musique populaire, on parle aux États-Unis, la notion de mainstream est complètement articulée, problématisée par la place de la race. Avoir un succès mainstream, c'est pouvoir, quand on est une minorité noire, accéder à un public blanc. Et ça s'appelle, en fait, mainstream est des synonymes dans le contexte américain de crossover. On passe d'un genre qui était catégorisé, marginalisé en tant que race records, des disques noirs produits par des noirs pour des noirs, et à partir des années 50, il y a une libéralisation de la question raciale et la possibilité pour des artistes noirs d'avoir du succès chez les blancs, ou bien des blancs d'emprunter des styles noirs et bien sûr de créer le rock'n'roll. En France, on a des artistes qui font des crossovers un petit peu comme ça. Dans les années 60, il y avait les Surf, d'origine, une famille de frères et sœurs d'origine malgache. On n'entend absolument pas de son noir, alors que je sais qu'il y a plein de débats musicologiques sur la possibilité ou pas d'avoir une voix noire et un son noir. Les surfs sont construits sur le modèle doo-wop des Platters, qui sont des noirs qui adoptent une sophistication vocale typique des groupes blancs. Et quand on écoute un disque des surfs, on ne peut pas savoir, il n'y a pas d'effet intentionnel de flexion de la voix, un côté un peu sale que certains jazzmen ou bluesmen ont approprié et qui connotent la noirceur dans un contexte afro-américain, pas du tout pour les surfs. Et en fait, cette idée de chanteurs noirs qui invisibilisent ou rendent inaudible leur noirceur, quelque chose qui continue en France. Je pense à Laurent Voulzy avec Recollection, qui est un pop-rock en fait, qui nostalgise la mode anglophile de France, numéro 1 des ventes en 77. Et pour l'année 85, il y a Bibi, donc, qui est numéro 5, pardon, j'avais dit numéro 5 des ventes entières sur l'année 1985, avec près d'1 million d'albums. Sa chanson Tout doucement, ce qu'on entend en fait quand on écoute Bibi, c'est un accent anglais, parce qu'elle est d'origine ghanéenne. Ghana est une colonie britannique. Et elle a un tout petit léger accent anglais quand elle chante, mais au niveau musical, au niveau des paroles, il n'y a aucune référence à l'Afrique, au Ghana ou à son identité de femme noire. C'est juste une chanson romantique de solitude. Son mec l'a quittée et elle est très triste. L'année suivante, en 1986, le numéro 1 des ventes en France, c'est une chanson super bien pour danser dans les discothèques françaises, Les démons de minuit. Le chanteur principal est noir, lui aussi d'origine mauricienne, pardon. Et peu importe, quoi, c'est une assimilation totale à la pop française, en fait, pop française anglophile, d'un chanteur d'origine étrangère. Donc la noirceur n'a pas de rôle à jouer, en fait, autre qu'elle est visible dans la peau de l'artiste, elle n'a pas d'usage esthétique. Mais on peut aussi problématiser la notion de noir invisible différemment. Par exemple, Julien Clerc, donc, qui est un des plus gros vendeurs des années 80, y compris de l'année 85, a récemment déclaré, rendu public son origine guadeloupéenne. Sa maman est une antillaise d'origine guadeloupéenne, elle-même métisse. À l'époque où Julien Clerc avait du succès dans les années 80, cette origine ne faisait pas du tout partie de ce que les Anglais appellent la star persona, son identité de star. Je suis en train de relire plein de magazines, là, les magazines qui s'intitulent Top 50, qui étaient destinés au public souvent d'adolescentes de Julien Clerc. On ne fait pas référence à la Guadeloupe, aux Antilles, etc. Ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, Mélissa et les chansons suivantes, l'album Hélène, a plein de références caribéennes, mais c'est la mode. Ce n'est pas spécifique à l'identité de Julien Clerc, il n'en parle pas du tout à l'époque. En revanche, plus récemment, c'est quelque chose qu'il a commencé à mentionner. Alors, je ne sais pas exactement la date, j'ai l'impression que c'est à partir de 2006, 2008 que ça devient présent dans certaines interviews. Et là, j'ai un extrait de 2017, dans Gala aussi, dans toute la presse people. Hein. Julien Clerc est en fait quelqu'un de très people en France. On le fait parler un petit peu de ça. Et
Et quelque part, c'est très ambivalent aussi. Il a une manière très française, assimilationniste, universaliste, de parler de son origine ethnique et raciale ici. Donc, dans cette interview, il dit oui, alors quand mes parents étaient divorcés, donc en fait, c'était facile pour moi de ne pas penser à mon identité guadeloupéenne parce que ça n'avait lieu que le week-end chez ma maman et le reste du temps, j'étais chez mon papa. Et ça ne faisait pas partie de ma vie. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne voulait pas partager, mais aussi peut-être qu'il ne pensait pas à partager. Et puis, il dit un truc, quelque part, qui est assez curieux aujourd'hui. Il dit « Mes enfants, aujourd'hui, sont assez fiers de ses origines, par ricochet, ce qui est rigolo. » Et il dit ça juste après avoir mentionné l'héritage de l'esclavage pour les Antillais. Et d'un côté, il dit « Ah oui, j'ai une conscience politique, on est d'origine forcément descendant d'esclaves, et puis c'est rigolo. » Donc, il y a un énorme détachement de la portée politique de cette identité minoritaire, de ce statut victimaire, et c'est pas du tout politisé comme plein de chanteurs afro-américains pourraient le faire, ou dans d'autres genres musicaux, par exemple dans le rap, où on cherche absolument à s'associer à une identité marginale pour tenir un propos musical. Voilà, et puis je vais finir avec la 4e rubrique, c'est, donc en anglais on appelle ça charity rock, mais c'est la mode des méga événements de charité, hein, où on demande des fonds, les fonds sont reversés vers un service humanitaire, et donc c'est la mode en 84-85, et les Français ne veulent pas que les Américains leur donnent de leçons en termes d'antiracisme. Il se trouve que les ventes de Éthiopie, Chanteurs sans frontières, dépassent largement celles de We Are the World, avec la chanson co-composée par Michael Jackson cette même année. Les chansons sont sorties quasiment de manière synchronisée en mai, juin, juillet en France, mais dans les ventes globales sur l'année, c'est Éthiopie qui l'emporte haut la main. Alors, je vais pas développer ici ça d'ailleurs, je vais passer au reste, mais la question des ambivalences, des paradoxes, de l'antiracisme à la française, c'est quelque chose qui a été beaucoup écrit, beaucoup discuté de manière par les historiens en particulier, par Nicolas Bancel, Blanchard, Yvan Gastaut, etc. Mais ce n'est pas souvent associé à un corpus de chansons de variété comme ce qui m'intéresse ici, donc c'est ce que je voudrais pouvoir développer ailleurs. Mais l'antiracisme à la française, je vais passer très vite là-dessus, il a une historique vraiment particulière et vraiment paradoxale en France qui n'arrive pas à se détacher de stéréotypes essentialistes. Même en voulant bien faire, c'est la bonne intention du métissage de l'antiracisme à la française, la plupart des Français reproduisent de manière inconsciente, implicite, des stéréotypes et des clichés. Et c'est le cas, par exemple, avec Jean Ferrat. Jean Ferrat, il n'est pas souvent dans les charts. Hein. C'est quelqu'un qui a une énorme crédibilité, légitimité artistique, mais ce n'est pas un gros vendeur. Et parmi ses plus grosses ventes, il y a tout un album qui s'appelle « À moi l'Afrique » en 1972, et qui est vachement influencé par l'afrobeat, en fait, ou le high life ghanéen. Donc, musicalement, ça se veut comme quelque chose d'africain, un hommage, comme une critique, bien sûr, influence anticoloniale, communiste de Jean Ferrat. Mais alors, au niveau des paroles, mais c'est bourré d'essentialisme et de clichés. Alors, les femmes sont nues, elles ont les seins lourds, les fleurs et les fruits sont partout autour d'elles, il y a des sorciers, enfin, c'est vraiment tout un langage colonial. Donc, il y a cette tension assez curieuse dans son œuvre. De manière différente, mais avec des tensions et des paradoxes aussi, il y a Michel Sardou, qui lui déclare composer une chanson anticoloniale, mais qui l'intitule Le temps des colonies, et où le refrain est vocalisé par un ancien soldat de la coloniale, donc un soldat français. Michel Sardou est adepte de l'ironie, parfois de la mauvaise foi, et il y aurait énormément de choses à dire sur sa chanson Le temps des colonies, mais c'est pour donner comme un exemple des grosses ventes du moment où l'identité noire apparaît dans les charts français, et en général avec paradoxe et malgré des bonnes intentions, avec des limites. L'antiracisme à la française, il a aussi une longue histoire avec
la notion que c'est le blanc qui est victime. Le blanc est victime du fait que, puisqu'il y a eu l'esclavage, puisqu'il y a eu la colonisation, la ségrégation aux États-Unis, ah ben, les Noirs, ils n'ont plus envie d'être nos amis. Alors, nous, les Blancs, on est tristes. Et c'est souvent le sentiment de pity, self-pity, lamentation. Donc, il y a tout un corpus de chansons, c'est des chanteurs hommes blancs qui disent c'est dommage, hein, moi je voudrais être ami avec les Noirs, moi je voudrais carrément être noir. Et puis une espèce d'essentialisme musical qui dit les Noirs ils chantent tellement mieux, ils font tellement plus de musique, ils sont tellement plus à l'aise dans le langage musical que moi je suis un piètre chanteur. Mais en disant que je suis un piètre chanteur, je fais des super ventes parce que c'est ce qui marche très bien, par exemple pour Thierry Pastor en 1985 sur des musiques noires. La même année, Michel Jonas. Michel Jonas, ce n'est pas des grosses ventes, mais la boîte de jazz, c'est un peu le même principe. C'est une admiration déclarée pour des chanteurs afro-américains et dire que moi, je ne suis qu'un piètre pianiste blanc, mais je ne suis pas piètre, je suis le chanteur en haut de l'affiche tout de même. Ok, j'arrête. Bien, donc je conclus avec des conclusions très, très vagues pour l'instant et surtout qui appellent vos commentaires et vos réflexions. Ce qui m'intéresse a priori avec ce projet, alors je ne sais pas quelle forme le projet va prendre, là je vais faire une demande de bourse en collaboration avec une collègue musicologue pour aller dans ce sens, mais ça peut prendre 1 an pour déposer la bourse, on va voir où ça va. J'ai l'idée d'un livre en tête et puis de quelques articles. Mais l'intérêt principal, c'est de problématiser ce que j'appelle le récit racial dans la chanson française, donc ne pas croire que, puisque tout le monde écrit sur Georges Brassens et Jacques Brel dans la période des années 60, 70 ou 80, que la chanson est blanche. Ce n'est pas le cas. Il y a aussi la question du mainstream. Là, je vous ai seulement montré un corpus avec des ventes parce que les données sont disponibles. Mais dans ce corpus de vente à succès, on voit un contraste entre la représentation minimale des chanteurs noirs, mais l'exploration maximale par des blancs de ce que serait une identité noire, donc un imaginaire, des représentations qui sont très nombreuses par rapport à l'absence relative des artistes eux-mêmes. Et puis, bien sûr, cette idée que présence noire, elle évolue, elle change, elle est flexible. Par exemple, Julien Clerc, il est, à ce qu'on sait, dans les années 80 blanc, mais aujourd'hui, il est d'origine guadeloupéenne tout de même. Donc, tout ça, ça passe bien sûr par un argument sur les contradictions, les ambivalences du corps noir. Et j'en reste là, c'est tout. Merci beaucoup.